Et Max Verstappen, mon pilote préféré de Formule 1. Non, je rigole, c'est faux. Je le déteste. C'est pour ceux qui me suivent sur la chaîne F1, vous êtes au courant que j'exècre cette écurie et ce pilote, du coup. Alors, il a testé le Honda Zero, le SUV électrique. Donc en marge du Grand Prix du Japon 2025, évidemment. Honda étant encore motoriste de Red Bull encore cette année, après bon, ça sera fini, mais... Donc Verstappen était au volant, équipier donc de Tsunoda qui est à côté de lui. Il sera produit en 2026 dans l'Ohio aux États-Unis. Le Honda Zero, habillé d'une livrée camouflage spéciale géométrique reflétant la lumière, incarne la nouvelle philosophie de Honda pour CVE. Fin, léger et intelligent. Ça n'a pas l'air si léger que ça, ce truc-là, quand même. Hein. Ce SUV sera le premier modèle de la gamme Zero, émission de Honda, donc Honda Zero, à être produit en série. Inspiré du concept Space Hub dévoilé au CES 2024, il met l'accent sur un habitacle spacieux, une visibilité optimale et une flexibilité accrue. Il y aura aussi Asimo OS, un système optimisé, pour une expérience utilisateur digitale ultra personnalisée. Alors les autres photos, l'arrière est hideux quoi. Vraiment ça ressemble à rien. La joie de Max Verstappen au volant de ce véhicule. Ça se ressent, hein. Ça se ressent. Non en fait ça le fait chier d'être là vraiment. C'est terrible. Bon, l'avant encore ça passe, même si c'est pas non plus transcendant, mais l'arrière... Bon, à voir en vrai hors camouflage et avec une autre couleur, effectivement, même si la couleur, je trouve que c'est pas mal, là, l'espèce de camouflage violacé bleu, je trouve que c'est plutôt joli au final, mais ouais, l'arrière ça fait corbillard un peu, je trouve. Ça fait utilitaire limite. Limite, on dirait que le coffre est ouvert tout le temps en fait. Bon, à voir en réel, mais bon, pas trop hypé par ce véhicule quand même. Alors, Skoda Elroq RS est officialisé, donc 340 chevaux. Pour ce SUV compact, 550 km WLTP. Jante 21 pouces, voilà qui va niquer l'autonomie un peu plus. 0 à 100 en 5 secondes 4, c'est pas mal. Après pour une version RS, encore une fois, on pouvait s'attendre à peut-être en dessous des 5 secondes. En général, plus de puissance c'est synonyme d'autonomie moindre. Mais c'est pas le cas sur ce véhicule, 79 kWh net. Il y a seulement 10 km de moins que la version 77 kWh. Alors la recharge atteint 185 kW en pic, le 10 à 80% en 26 minutes. Ce qui est pas trop mal. Par contre la couleur verte, ça me fait penser au premier Kona avec la Seed Yellow là. C'est à peu près la même couleur hein, dans les grandes lignes. Alors la dimension du Elroq normal c'est 4,48 m de long, 1,88 m de large. Donc pas super long mais assez large hein, quand même, 1,88 m ça commence à faire. Bon maintenant il faudra voir le prix, il n'a pas été communiqué là pour l'instant mais il faudra voir à quel prix il est vendu. La VMAX c'est de 180 km/h. C'est un peu dommage de l'avoir bridé à 180 mais bon. Bon et après voilà les versions sportives du gros Volkswagen 340 chevaux, je trouve que c'est pas suffisant. Quand t'as les Chinois avec la X-Power, la MG4 qui fait 430 par exemple. En vrai se rapprocher des 400 ça aurait été mieux je trouve, mais bon. Surtout qu'un moteur puissant ça coûte pas bien cher hein, par rapport à un moteur genre de 200 chevaux. Ils auraient pu faire un effort hein, quand même, je trouve. Après s'il est pas très cher, bon, ça reste à voir. Alors Mazda après la berline 6E, il présente un SUV électrique EZ60. Ou CX-6E pour le marché européen, en Chine pour la Chine et l'Europe. Il s'agit en réalité d'un clone complet du Deepal S07 que le groupe Changan vient tout juste d'annoncer en Europe. Malgré la parenté technique profonde avec ce dernier, le style extérieur sera fortement différencié. Le travail effectué sur la Mazda 6E par rapport à la Deepal L07 montre que Mazda ne souhaite pas sacrifier son identité. 4,75 m de long, 1,93 m de large, il se positionnera dans le segment D, est en train de réaliser avec le modèle Y. Sacré tank encore, hein. Le coffre du Deepal à 445 litres, c'est tout. C'est pas beaucoup. Vu la taille de l'engin, c'est décevant. Hein. C'est ce que j'ai avec le Niro alors qu'il est 30 cm plus court hein, et 10 cm moins large. Y a pas un problème là? En entrée de gamme, un moteur arrière de 258 chevaux, batterie d'AFP de 68,8 kWh qui devrait bénéficier d'une autonomie de 475 km. Alors c'est le cycle du LTP ou chinois du coup parce que on sait plus trop là. Bon vu les chiffres, je pense que c'est du LTP quand même, hein, j'espère. Alors par contre, le problème des deux batteries est équivalent à la berline. Tu as la batterie NM7 80 kWh qui est bridée à 95 kW. Voilà, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Donc il vous oblige à prendre la petite batterie LFP de 68,8 kWh en gros. Enfin, il vous oblige pas, mais il vous incite fortement quoi. C'est quand même fou cette histoire là. Pour compenser, le nouveau SUV de Mazda proposera des tarifs compétitifs. Pour rappel, la berline démarre à 42 900. Le SUV pourra ajouter 5 000 € quand même. Il n'y aura pas de bonus. Donc les premières images arriveront au salon de Shanghai. Ok, ben on se redit à ce moment-là. On se tient au courant, comme on dit.
Norme CO2. La Commission européenne vient de présenter ses nouvelles règles en matière d'émissions de CO2. L'institution européenne propose que les constructeurs automobiles aient jusqu'à 2027 pour atteindre les objectifs initialement fixés à 2025. Ah bah dis donc, ils sont très sympas quand même, hein. Après avoir joué la carte de la fermeté dans un premier temps, la Commission a donc finalement décidé d'écouter les plaintes des constructeurs. Stéphane Séjourné, commissaire européen en charge de la stratégie industrielle, s'était dit défavorable à des mesures punitives. Le 1er avril, l'institution... Alors c'est pas un poisson d'avril, hein, c'est la réalité. L'institution a officialisé sa proposition pour mettre en place une nouvelle règle au sujet des mesures de CO2. L'idée est d'offrir aux constructeurs une flexibilité supplémentaire. Ça signifie que les marques ne sont plus tenues d'atteindre leurs objectifs en matière de CO2 pour les années 2025, 26 et 27. C'est la moyenne qui compte. Par conséquent, aucune amende ne sera distribuée en fin d'année. La Commission évaluera la moyenne des émissions de CO2 à la fin de la période des 3 ans pour chaque constructeur. La mise en commun des émissions de CO2 avec d'autres concurrents, les fameuses alliances, donc les pools, reste légale, afin d'aligner les dispositions relatives à la mise en commun sur la flexibilité supplémentaire en matière de conformité pour les années 25 à 27. Il est encore possible de conclure des accords de mise en commun pour chacune de ces 3 années, jusqu'à la fin 2027. L'ONG Transport Environnement donc n'est pas d'accord avec ça, forcément, vu le titre, et surtout vu qu'ils sont pro-électriques du coup. L'ONG est convaincue que la proposition aidera les constructeurs automobiles à vendre davantage de thermiques, mais que cela nuira à l'adoption des VE. Julia Poliskonova, en charge de l'électromobilité chez TNE, estime que c'est une erreur de changer les règles au milieu du jeu, et qu'il faut laisser les objectifs de 2030 et 2035 faire effet sur la transition. L'ICCT n'est pas convaincu non plus, selon cet organisme. Ils ont déclaré on peut s'attendre à ce que les constructeurs dépassent leurs objectifs en 2025 et qu'ils compensent en 2026 ou même seulement en 2027. Par conséquent, le calcul de la moyenne sur 3 ans risque d'entraîner un retard par rapport à l'objectif de 2025. Au final, il risque d'y avoir un excès notable d'émissions de CO2 car moins de voitures électriques seront immatriculées, en particulier cette année. Au lieu de cela, davantage de véhicules à moteur à combustion seront commercialisés. L'ICCT estime que ça aura un impact sur le long terme, car ces nouvelles voitures resteront en circulation pendant une moyenne de 250 000 km en Europe avant d'être remplacées. Ils ont raison là-dessus. Hein. Pour l'instant, il ne s'agit qu'une proposition, celle-ci vient seulement d'être présentée, elle doit encore être approuvée par le Parlement européen, les eurodéputés et le Conseil de l'Union européenne. Le feu vert de ces deux organes sera nécessaire pour que les constructeurs échappent effectivement aux amendes initialement prévues pour fin 2025. Moi, si je devais voter, je voterais pour un maintien des règles comme elles étaient écrites dès le début et ne pas faire un cadeau aux constructeurs comme ça. Là. Je suis d'accord avec les ONG qui critiquent cette règle. Bon, j'espère que ça sera refusé, mais je crains malheureusement qu'ils cèdent au final. Allez, ciao. Alors, les 1 MW de BYD sont déjà battus. Zeekr annonce 1,2 MW. C'est la course au chargement, là, du coup, la borne de recharge. Ils ne s'arrêtent plus, ces gens. Donc, BYD a présenté il y a quelques semaines une architecture 1000 volts, 1 MW de puissance, donc 1000 kW, de quoi récupérer 400 km en 5 minutes. BYD a développé un système de borne de recharge refroidi par liquide capable de livrer jusqu'à 1360 kW de puissance, plus de 4000 stations équipées de ces bornes méga rapides doivent voir le jour sur le territoire chinois. Donc là, Zeekr annonce 1200 kW, donc ce serait moins que BYD finalement. Alors peut-être que les Zeekr arriveront avant les BYD au final. Huawei a aussi annoncé 1 MW, donc Zeekr 1,2 MW. Toutefois, à l'heure actuelle, les modèles de la gamme Zeekr ne pourront pas tirer parti de cette puissance. Ils annoncent 500 kW maximum. Bon, c'est un peu la course à l'armement, c'est ridicule. 1,2 MW, mais quid de la durée de vie des batteries qui encaisserait ça? Enfin, je veux dire, c'est 10, voire 12 C, même pour des batteries de 100 kWh. C'est 12 C, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la souffrance des batteries, quoi. C'est un peu délirant. Franchement, il faut que ça charge vite, mais il y a un minimum, il faut quand même qu'il y ait un juste milieu entre la durée de vie de la batterie et la puissance qu'on veut avoir de recharge, quoi. Ça sert à rien de récupérer 400 km en 3 ou 4 minutes. En vrai, c'est à quoi bon, en fait? À part les gros pressés de la vie. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?